Donc, nous avons demandé à M. Prosper Van Aer d'oser un préambule sur l'habitabilité. Les maires nous ont expliqué l'importance de ce concept pour la suite de notre démarche et ont mis en évidence le potentiel et les opportunités que l'habitabilité offre à la feuille de route et à l'ensemble de la démarche. Le préambule apportera des éléments additionnels à prendre en compte, notamment dans les dimensions humaines, sociales et immatérielles portées par l'habitabilité qui sont si importantes pour nous. Le préambule nous sera utile, très utile pour la suite du symposium. M. Van Aer est ingénieur en gestion de projet, sociologue et enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille en médiation culturelle des arts. Il est un grand militant associatif à Venise et à Marseille. Il est expert auprès du Conseil de l'Europe sur le droit au patrimoine culturel et anime le réseau européen de la Convention de Faro. Monsieur Van Aer, à vous la parole. Bonjour et merci pour l'invitation. Je suis déjà très heureux de revenir à Cordoue, dans la ville où j'ai pu venir plusieurs fois. Donc oui, je vais intervenir ici, même je suis enseignant-chercheur à l'Université d'Aix-Marseille. Ici, je vais plutôt porter la voix de la société civile, puisque je suis impliqué dans des associations et coopératives à Venise, où j'ai habité pendant 14 ans, et à Marseille, où je vis à nouveau depuis 3 ans, dans des collectifs qui se battent pour défendre leur cadre de vie, pour défendre la qualité de vie. On a été en lien, par exemple, aussi avec des habitants de Dubrovnik, d'autres villes, justement, qui ont affaire à ce développement du tourisme et qui s'attachent à essayer de coopérer avec les institutions publiques pour défendre une qualité et un cadre de vie. La convention de Faro, je vais revenir rapidement dessus, elle a été citée par monsieur le maire de Bordeaux. C'est une convention qui a des bases juridiques qui sont identiques aux conventions sur lesquelles vous appuyez au niveau des villes du patrimoine mondial. C'est une convention sur les droits humains qui est du Conseil de l'Europe. C'est une convention qui place l'humain au centre, donc qui s'intéresse au droit au patrimoine comme droit humain, le droit de toute personne au patrimoine. C'est une convention, son nom exact, c'est la Convention sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Donc c'est une convention qui ne porte pas sur comment on conserve le patrimoine, comment on le protège, mais pourquoi on le fait. Pourquoi on le fait pour le développement durable, pourquoi on le fait pour l'éducation, pourquoi on le fait pour le dialogue interculturel, pourquoi on le fait pour la qualité de vie. Et donc on parle souvent aussi de valeur sociale du patrimoine à travers la Convention de Faro. Et une des spécificités de cette convention, c'est qu'elle intéresse plus la société civile que les États, je pourrais dire. Même si 24 États l'ont ratifiée, en fait, elle est portée au niveau local. Il y a des maires qui l'ont signée, qui ont adhéré. Le maire de Bordeaux a dit qu'il était attaché à la convention de Faro, donc il y a des maires qui symboliquement l'ont signée. Il y a des gens de la société civile comme nous, on l'a inscrit dans les statuts de notre coopérative, on fait référence à cette convention et on n'est pas les seuls. Et il y a des conservateurs du patrimoine qui la prennent comme cadre de référence. Donc la question pourquoi, elle parle autant aux habitants, elle parle autant aux gens qui sont sur les territoires. C'est ce que je vais essayer un peu de raconter. C'est une convention qui s'intéresse, je dirais, à la diversité. Diversité des récits, de tous les récits, ça veut dire qu'elle amène à respecter la diversité des récits, même les plus, on va dire, invisibles, les plus dissonants, les plus peut-être des fois conflictuels, mais ceux aussi dont on ne parle pas. Dans les quartiers où j'habite, dans les quartiers nord de Marseille, c'est les récits populaires, c'est les récits des luttes sociales, c'est les récits de l'histoire ouvrière, mais c'est aussi les récits du rapport à la nature, etc. Donc c'est ces récits-là. Elle invite à s'intéresser à la diversité des personnes, puisqu'elle reconnaît les communautés patrimoniales, donc les collectifs d'habitants qui œuvrent, et du coup le droit au patrimoine. Et puis elle invite à aussi s'intéresser à la diversité des interactions qu'on peut avoir avec le patrimoine. Elle fait du patrimoine une ressource qu'on peut utiliser pour l'éducation, pour le développement local, pour le développement durable. Donc voilà, cette convention, c'est ce qu'elle porte. Et pourquoi aujourd'hui je viens en parler? Parce que je crois que l'habitabilité, puisque c'est ce qui nous réunit, pour une ville, c'est d'abord d'être habitée, avec des habitants, et d'être habitable, hospitalière, qu'elle puisse accueillir. Ça a été dit à Dubrovnik, quand à bout d'un moment, une ville ne devient plus habitable et habitée, et je l'ai bien connu pour avoir été longtemps à Venise. Donc c'est cette question aussi de rester vivante. Et ça a été dit aussi l'exemple de Cuenca. Au début de l'histoire touristique, c'est une belle histoire. Mais Cuenca connaît le début de l'histoire. On arrive à mixer de l'accueil touristique, du patrimoine et des habitants. Venise connaît la fin de l'histoire. Marseille est au milieu. Donc voilà, c'est une histoire où au bout d'un moment, une ville aussi, en valorisant son patrimoine de cette façon-là aussi, elle peut peut-être perdre ce qu'appellent les Italiens. D'un côté, il y a le contenant, mais après, il y a le contenu qui est tout aussi important. C'est ce qui fait vivre une ville.
Et donc, on est dans... Pourquoi cette diversité? Le message que j'aimerais bien faire passer, c'est que les habitants, ce n'est pas un problème, c'est plutôt une ressource. C'est une vraie ressource, c'est pour eux qu'on le fait, mais c'est aussi avec eux qu'on peut le faire, et c'est avec eux qu'on peut trouver des solutions. Et là, je vais partir d'un exemple qui est Olivier Amand, qui est un biologiste, qui nous invite, notamment dans la façon de penser l'aménagement urbain, à s'intéresser aux derniers travaux sur la biologie, qui observent comment les plantes elles, résistent aujourd'hui au stress hydrique, au stress de chaleur, etc., et comment elles essayent de s'adapter. Et lui parle de robustesse. Il s'aperçoit que les plantes, elles essayent de développer de plus d'hétérogénéité possible, d'avoir le plus de solutions possibles, et du coup d'être adaptables. Donc ça veut dire que quand il y a quelque chose qui arrive, elles vont mobiliser certaines ressources, dans une autre situation d'autres ressources. Et il dit que, alors qu'aujourd'hui, nous, on est plutôt sur des logiques de performance. On va essayer de choisir la meilleure solution possible, on va essayer de choisir le meilleur usage des ressources, mais on va peut-être en ignorer d'autres, en mettre de côté d'autres qui, à un moment, on aurait besoin. Et je vais reprendre l'exemple qui a été donné sur les conventions citoyennes. C'est en France, vous savez, si on tire des personnes au hasard, on met 100 personnes autour d'une table et on leur donne des sujets des fois qui ne sont pas faciles. En France, dernièrement, c'était la fin de vie. Et donc là, on est bien dans quelque chose qui est hétérogène, puisqu'on tire des gens au hasard. C'est hétéroclite, c'est aussi imprévisible et c'est peut-être incohérent aussi, le groupe qu'on a créé, ce n'est pas des experts. Et pourtant, ça produit de la légitimité, ça produit des décisions qui sont partagées. Ça produit aussi de l'audace politique, ça produit des propositions sur lesquelles on ne s'attendait pas, et ça produit de la puissance opérationnelle, une capacité aussi d'agir. Et du coup, c'est pour avoir moi aussi participé à une convention citoyenne, c'est cette hétérogénéité. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, l'invitation qui est faite par Olivier Amand, c'est plutôt à apprendre à être adaptable plutôt qu'à s'adapter. Parce que quand on veut s'adapter, c'est qu'on sait ce qui va arriver, on sait ce qui est le futur et on s'adapte. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, et je crois que c'est la réalité pour beaucoup de villes, on ne sait pas ce qui va arriver. On est dans un monde qui est quand même de plus en plus instable et où on a de moins en moins accès à des ressources. Je vais citer 3 exemples. La pandémie, l'arrêt total des mobilités internationales, crise sanitaire, il a bien fallu faire avec les ressources qu'il y avait là à ce moment-là. Mais je peux parler aussi des vagues de chaleur qu'on a connues dans des villes qui aujourd'hui font qu'on ne s'attendait pas à ces vagues de chaleur sur ces durées-là et de cette façon-là qui ont obligé aussi à s'adapter rapidement. Et aujourd'hui, d'où dans la région où je suis à Marseille, on se pose la question peut-être d'interdire les espaces verts de 3 à 6 mois dans l'année. Donc il va bien falloir faire avec, ce n'était pas prévu. Mais je parle aussi, on a parlé de l'accueil des réfugiés. Quand il y a des guerres, quand il va y avoir des crises et il va y avoir des réfugiés climatiques, d'un seul coup, il faut accueillir des personnes. Donc on est plutôt, c'est une invitation non pas à s'adapter, mais à être adaptable. Et dans là, il y a du coup, sur les villes du patrimoine ont une richesse de récits, ont une richesse, sont des villes de passage, sauf qu'on est quand même sur des modèles aujourd'hui qui ont privilégié un grand récit. Quand on parle des villes, ça a été dit, on parle d'une ville qui a un récit, une histoire, un héritage, un symbole. Et on a privilégié un grand récit parce que c'était le plus remarquable, le plus attractif. Et c'est celui-là qu'on a mis en avant. On a privilégié une valeur qui est celle économique du patrimoine, pour ses retombées économiques et ses créations d'emplois. Et on a valorisé un rapport au patrimoine qui est celui contemplatif de la visite. Mais du coup, on a mis de côté beaucoup d'autres récits, d'autres façons d'utiliser le patrimoine et d'autres personnes qui étaient de passage sur les territoires. Et du coup, pour rester organique, vivant, intégré, est-ce qu'il ne faudrait pas, au contraire, activer tous ces savoirs, tous ces récits, toutes ces personnes? Je vais prendre un exemple qui est plus personnel. J'ai travaillé à Venise sur l'avenir, il y a 10 ans, sur l'avenir de l'Arsenal. Vous voyez, l'Arsenal de Venise, c'est 10% de la ville. Grâce à des batailles d'une quarantaine d'associations et de la ville a récupéré la propriété. Je faisais partie de ces collectifs d'associations. Et après, j'ai travaillé pour la ville sur le futur de l'Arsenal. Et l'idée, c'était de construire à partir de là un futur non touristique à Venise. Donc déjà, de commencer à développer d'autres projets. Il y a 10 ans, Venise était déjà en crise par rapport au développement touristique. On a mis 100 personnes, un peu comme aujourd'hui, autour de la table, des gens du monde économique, du monde culturel, et on leur a donné la journée pour faire des propositions sur le futur de l'Arsenal. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Une proposition de musée autour du Buncin Toro. Quoi? Une valorisation touristique dans une ville qui a déjà beaucoup de musées, et le Buncin Toro, qui est ce bateau qui a brûlé, que Napoléon a brûlé pour récupérer l'or, et qui est la fin de la Sérénissime. Ça veut dire que les habitants n'arrivaient pas à penser au-delà de la valeur économique, du tourisme comme solution, et au-delà de la Sérénissime comme récit. Si vous connaissez l'Arsenal, on était quand même au milieu d'un lieu qui est un lieu qui a été un arsenal moderne. Il y a eu 4000 ouvriers qui ont travaillé jusqu'à il y a peu, où on construisait des hydravions, des sous-marins, où encore aujourd'hui il y a des ateliers de construction navale. On est dans l'arsenal contemporain. Il y a les baignades d'art contemporain, il y a des chercheurs qui travaillent dans cet arsenal, il y en a 400 qui travaillent tous les jours. Il y a aussi des gens des universités qui sont présentes.
Et on est au milieu de la lagune de Venise, avec aussi tout un rapport à l'environnement, aux pratiques de la voile, ce rapport à ce parc naturel. Tous ces imaginaires étaient absents en termes de ressources, en termes de capacité à penser. Et on sait qu'aujourd'hui, cette ville a du mal à s'imaginer un autre avenir. Et du coup, c'était un peu de faire 3 propositions pour retrouver une capacité, en tout cas, à rester habitable, habité et à avoir une capacité de s'adapter. C'est déjà de privilégier la diversité des récits à un seul grand récit. Ça veut dire de la Convention de Foro, elle encourage chacun à participer à l'identification, à l'étude, à l'interprétation, à la protection, à la conservation, à la valorisation et au choix d'usage du patrimoine. Ça veut dire, voilà, commencer aussi à profiter de cette richesse, pas que le grand patrimoine et pas que les grands récits. Nous, Hôtel du Nord, on s'appelle une fabrique d'histoire et on passe notre temps à réveiller tous les récits qui étaient là avant. Pourquoi c'est important ? Je vais citer Paul Ricoeur, qui était un philosophe, qui disait que la part la plus riche d'une tradition et d'un patrimoine, c'est pas son passé, c'est ce qu'il n'a pas encore accompli. Ça va être dur pour les traducteurs, mais lui parlait de flèche de futurité. Ça veut dire quelque chose qui symboliquement peut devenir fort. Ça a été dit par exemple sur l'usage, par exemple si vous avez visité les patios ici, c'est tout le savoir-faire autour de la climatisation dans les patios à Cordoue, que ce soit les plantes, le circuit de l'eau, il y a plein de savoirs qu'on peut réactiver par rapport à des enjeux climatiques aujourd'hui. Et c'est aussi tout ce que j'ai lu dans les rapports que vous avez faits sur la végétalisation des villes, de rouvrir cet imaginaire pour le rendre aussi acceptable et pour que les gens aient envie de porter ça, en n'imaginant pas que la ville, le vivant a toujours été absent de les villes. Non, il y a des moments où il a été présent. Et lui, il dit même que le passé, c'est un cimetière de promesses non tenues qu'il s'agit de ressusciter. Et quoi de plus que les villes du patrimoine pour avoir accumulé et sédimenté énormément de récits. C'est la première. Donc voilà, c'était leur première invitation, valoriser tous ces récits comme ressources de capacité à imaginer. La deuxième, c'était de privilégier toutes les personnes de passage dans les villes. Ça a été dit à Dubrovnik, c'est un problème le tourisme, sauf que dans toutes les villes, à peu près, il y a autant de personnes de passage que de touristes. Quand je dis personnes de passage, c'est des étudiants qui viennent étudier, des gens qui viennent passer un concours, des gens qui viennent dans les hôpitaux, des gens qui viennent y travailler. Il y a beaucoup de gens de passage et ceux-là sont souvent les grands oubliés aussi des politiques d'hospitalité. Et c'est pour ça qu'à Marseille, nous, on appelle à des assises de l'hospitalité. Ça veut dire la ville a récupéré la compétence tourisme. Elle veut développer un tourisme populaire et durable. Et aujourd'hui, le modèle qui prévaut dans beaucoup de villes, c'est des grands événements, une montée en gamme, en luxe, de l'offre et du tourisme international. Or, on sait qu'aujourd'hui, si on parle de bilan carbone, le problème du tourisme, c'est pour les 3/4 lié au transport. Donc plus on développe de l'international, plus on a un impact sur le climat et plus on est dans des logiques de séjour court. Il y a aussi énormément de gens qui passent sur les villes qu'on pourrait bien accueillir dignement, les étudiants, les apprentis, mais les mises à l'abri, les gens qui viennent travailler, et développer là à nouveau une variété, une mixité en termes d'accueil pour construire aussi un modèle où une ville reste habitée et habitable. Et ça a été dit, l'exemple de remettre des gens en ville. Ici, j'ai pu travailler, j'ai eu la chance de travailler avec un projet qui s'appelle Pax Patio à Cordoue, qui reprend des patios sous forme coopérative pour réinstaller des familles ou des personnes âgées dans le centre-ville pour continuer à avoir une mixité sociale. C'est aussi un enjeu écologique, puisque un touriste international a un impact carbone 4 fois plus important qu'un tourisme national, qui lui a un impact 2 fois plus important qu'un habitant, qui a un impact 2 fois plus important au niveau carbone qu'un étudiant. Donc on voit que plus on fait de l'international, plus l'impact carbone est important, et plus on a des étudiants, des jeunes qui viennent travailler, ils ne vont pas faire monter les prix du foncier ni des commerces, ils vont avoir un impact sur le climat qui est moins fort, mais surtout c'est un enjeu de régénération des villes. Une ville se repeuple aussi par des jeunes qui viennent y étudier, y travailler, y habiter, et qui vont décider de s'y installer. Aujourd'hui, des études montrent que des étudiants ne choisissent plus d'aller étudier dans les villes touristiques parce qu'elles sont trop chères, ils ne peuvent plus s'y loger. Et je le dis, j'enseigne à Marseille, ça commence à être le cas très rapidement, puisqu'aujourd'hui, des étudiants soit ne s'y logent pas, soit se logent dans des conditions dégradées, soit quand on allonge les saisons, ils sont obligés d'attendre la fin de la saison touristique du mois d'octobre pour avoir accès à un appartement. En attendant, ils se logent où ils peuvent. Mais surtout aussi, il y en a qui ne veulent plus y vivre, parce qu'ils disent que c'est des villes trop chères, mais surtout qui n'offrent pas des emplois de qualité. Dans le tourisme, on est quand même dans un secteur qui n'offre pas forcément que des emplois de qualité, ça a été dit, c'est une logique de rente, et on a un secteur qui est touché par ce qu'on appelle la grande démission, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus y travailler. Donc voilà, si on veut aussi que des jeunes veulent réinstaller, il faut aussi, ça a été dit sur Dubrovnik, faire que les villes restent des lieux vivants et hospitalières. Le dernier, c'est de multiplier, d'utiliser le patrimoine pour multiplier les interactions. Donc de ne pas être juste dans une logique de visite du patrimoine, mais dans quelque chose qui va nous amener à rentrer en relation avec nos voisins, avec les gens qui sont de passage,
Ça peut être vraiment un outil, en tout cas, de relation et d'interactivité. Et c'est toute la logique d'inviter plutôt à utiliser le patrimoine, à coopérer, à l'utiliser comme une ressource, comme projet, pour alors, ce qu'on appelle aujourd'hui des biens communs. Ça a été utilisé aussi, l'idée du commun, ou alors Flauzet, des biens communs vécus qui soient utilisés, qui soient partagés, que ce soit pour l'éducation, par les écoles, par les entreprises, par le monde associatif, qu'on puisse utiliser tous ces patrimoines, les jardins, les châteaux, mais les traditions. Je vais prendre l'exemple de ma coopérative. On a revisité, nous, tous les outils touristiques. On a pris les visites guidées, qui sont, on va dire, très unidirectionnelles, statiques, et on a fait ce qu'on appelle des balades patrimoniales. On va donner plusieurs récits, on va donner la parole à plusieurs personnes, et on va inviter à interagir, à participer, et on va mélanger à l'intérieur autant des habitants, des touristes que des gens qui sont de passage. On a refait l'hébergement touristique, on accueille chez l'habitant, on a développé beaucoup de l'accueil chez l'habitant et de l'échange de maisons, toutes les formes en fait qui invitent à rentrer en relation. On a revisité les audio-guides aussi pour faire ce qu'on appelle des promenades sonores, donc des outils qui permettent de rentrer en relation et qui donnent envie de rentrer dans les lieux, de discuter avec les personnes. Et on est en train de travailler à ce que l'Office du tourisme devienne plutôt un syndicat des initiatives, donc qui s'adresse à toutes les personnes de passage et qui permettent de rentrer en relation avec toutes les initiatives du territoire. Mais derrière, je vais trop vite. Oui. Pourtant, j'essaye d'aller doucement. Et donc, je disais, aujourd'hui, ça a été dit, la ville aussi privilégiait les espaces publics comme des espaces communs. Ils sont de plus en plus envahis par des terrasses ou privatisés. Ben non, c'est des espaces, justement, il faut les construire, ces espaces de rencontre, mais aussi privilégier le contributif, le fait qu'on puisse venir et participer localement. Privilégier le vivant aussi, tout ce qui est festival, rencontre, les effets qui fait qu'on va rentrer en relation, mais aussi de la sobriété, parce que c'est ce qui fait que c'est accessible, qu'on peut y aller au niveau tarifaire, qu'on peut participer. Donc c'est aussi la question que j'aurais envie de poser, c'est travailler l'habitabilité, mais pour qui et avec qui? Ça veut dire pour qui on construit une ville habitable, on va travailler l'habitabilité, puis avec qui on va la faire, on va la construire, cette ville-là. Est-ce qu'on la construit pour des touristes internationaux ou pour des classes créatives qui vont venir habiter, ou est-ce qu'on la construit pour ceux qui habitent là, et avec qui on la construit? Est-ce qu'on la construit avec ceux qui habitent là, qui ont une richesse de récits, de pratiques, ou est-ce qu'on la construit avec des groupes d'experts, ou en essayant au mieux de faire participer les habitants? Et donc, ce qui me semble, ce que je voulais dire ici, c'est que les habitants sont un allié. Ils n'envoient pas forcément que des lettres. Je pense qu'il y a des habitants de Dubrovnik qui sont très contents de la politique qui est menée par le maire aujourd'hui, pour les avoir rencontrés il y a longtemps, et qui, je pense qu'il y a aussi des lettres de soutien, qui sont contents que leur ville reste habitable et habitée. Et du coup, ça veut dire aussi avec toute la culture. Je reviens sur le patio rapidement aussi. Le patio, c'est un lieu de vie, mais c'est aussi un mode de vie, avec cet espace semi-privé qui permet de la sociabilisation, le plus grand espace piéton d'Europe, donc ce qui veut dire aussi des espaces où on peut se rencontrer et interagir dans les places. Et donc, la question, c'est pourquoi avoir choisi une voie un peu étroite d'une valeur du patrimoine, d'un grand récit et d'une forme de relation, et pourquoi, au contraire, ne pas profiter de la diversité de ces richesses? Parce que ça, ce que j'ai lu dans les rapports, ça peut aider au changement culturel, à changer, ça peut aider à l'élargissement des perspectives, ce qui est sorti aussi des ateliers, ça peut aider à décloisonner les approches, ça peut aider à penser autrement, ça peut aider aussi à dépasser certaines difficultés, je l'ai redit sur les conventions citoyennes, qui aident à inventer des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et puis ça concerne toutes les stratégies, rafraîchir la ville, on l'a dit, le patio, voilà, ça peut à transformer les mobilités. Ça peut aider aussi à repenser comment régénérer l'urbain et requalifier l'habitat. Ça veut dire que tout ça, c'est des ressources pour toutes ces politiques publiques. En ce sens, le patrimoine, il concerne autant les choix d'urbanisme que les choix de mobilité, que les choix de cadre de vie. Ce n'est pas un secteur en plus, à part, à côté. C'est ce qui construit notre imaginaire et notre capacité aussi à penser l'avenir. Mais c'est ce qui construit aussi qu'on va adhérer à ces projets-là, et c'est ce qui va construire le ciment social. Donc ça veut dire que c'est à la base aussi des politiques publiques. Donc ce que j'avais envie de dire, c'est que les villes du patrimoine mondial, c'est peut-être les villes qui ont la plus de chance d'avoir autant de récits. C'est souvent des villes qui ont été beaucoup des villes de passage, qui ont été des villes qui ont su s'adapter, justement parce qu'elles ont su accueillir, elles ont su être diverses, elles ont su créer de l'interaction. Je reviens sur Venise où j'ai habité, c'est une ville qui a inventé énormément de choses, mais parce qu'elle a accueilli des réfugiés, parce qu'elle a accueilli des pèlerins, parce qu'elle a accueilli des marchands, parce qu'elle a su rentrer en relation avec, parce qu'elle a su être créatrice. C'est ça qui lui a permis de s'adapter à chaque fois et d'avoir une stratégie. Et donc c'est de retrouver cette capacité à être hospitalière avec la diversité des récits, à être hospitalier avec la diversité aussi des usages possibles du patrimoine et des interactions. Et c'était un peu de faire la place à ça dans le nouveau plan, nouveau projet urbain, de se poser la question, non pas de donner une place aux habitants parce qu'il faut le faire, mais de se dire que c'est une vraie chance et une vraie ressource
que de prendre cette place et que les habitants ont envie de partager cette responsabilité avec vous. Merci et muchas gracias. Merci, M. Vanner. On va procéder à quelques échanges, mais tout d'abord, j'aimerais simplement vous rappeler le vote que nous aurons pour la ville haute tout à l'heure autour de... ça va dépasser un petit peu le 5 heures annoncé plus tôt, donc peut-être plus vers 5h10, 5h15, nous allons voir. Donc... vous avez été quelques-uns à utiliser l'application. Vous pouvez continuer à utiliser l'application sur votre cellulaire qui vous a été présenté par nos collègues dans Mode Solutions. Vous avez le code QR devant vous sur la table. Donc, j'ai quelques questions qui m'ont été... qu'on m'a fait parvenir. Donc, je vous les pose. Le concept d'hospitalité est intéressant, mais s'applique-t-il autant à la population résidente qu'aux visiteurs, au risque d'accroître le problème de surtourisme? Alors, sur hospitalité, il y a un problème de traduction. En anglais, ça veut dire l'industrie touristique. Et quand on l'utilise en français ou en italien, on fait plus référence à l'hospitalité, au sens aussi du mot qui veut dire aussi hostilité, qui a la même base. Donc, qui est tout l'accueil de l'étranger, de la personne différente. Donc, suivant, on voit que là, il y a un besoin de traduction. Suivant les langues et les cultures qu'on a, on ne va pas avoir la même interprétation de ce terme. Nous, on l'utilise plus dans sa version, on va dire, latine. Et hospitalité a donné aussi hôpitaux, prendre soin, a donné aussi otage, prendre en otage. Donc, on voit qu'à travers ce mot, l'hospitalité, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est des règles aussi. On n'accueille pas comme ça, on n'ouvre pas ses portes. Ça veut dire que dans le nouveau plan urbain, s'il y a l'idée de l'hospitalité, ça veut dire qu'il faudra des règles, des lieux, des façons de faire. Et c'est vrai que, je disais à Marseille, c'est la proposition qu'on fait sur l'hospitalité, c'est être hospitalier avec tout le monde, accueillir dignement toutes les personnes de passage et construire un modèle économique qui soit basé sur cette variété d'hospitalité, avec bien sûr les touristes. Mais on pense qu'aujourd'hui, par exemple, je vais prendre le cas de Marseille, l'aéroport a 10 millions d'arrivées, c'est suffisant. Il y a l'objectif de passer à 14 millions. La moitié de nos hôtels sont devenus des hôtels de luxe, c'est suffisant. Maintenant, il faut peut-être se concentrer sur l'accueil digne, surtout des jeunes, aujourd'hui dans la ville. Donc c'est bien un mixte. C'est parce qu'il y a cette mixité qu'on va construire un équilibre économique. Et c'est ça aussi qui va permettre d'être résistant et de s'adapter. On le voit pendant la pandémie, les hôtels 4 et 5 étoiles qui ont plus de la moitié de leur clientèle qui est internationale ont été les premiers touchés et impactés. Ceux qui étaient bas de gamme ont mieux résisté, mais c'est ceux qui sont en train de disparaître de nos villes. Et c'est parce qu'ils disparaissent que Airbnb se développe aussi. Ceux qui ne peuvent plus se payer l'hôtel se payent des Airbnb parce qu'il y a une cuisine, on peut cuisiner. Donc tout ça est lié. Donc il faut forcément peut-être sortir de l'office du tourisme qui sépare la question de l'accueil des touristes des autres et remettre autour de la table toutes les personnes qui ont besoin de mener une politique d'accueil, les foyers de jeunes travailleurs, les résidences universitaires, ceux qui font de l'accueil de mise d'urgence aussi, ceux qui s'occupent des hôpitaux, d'accueillir les aidants, etc., etc. Donc repenser en fait l'hospitalité à nouveau dans l'histoire. Vos villes ont été hospitalières et ont été des lieux d'hospitalité bien avant le tourisme. Merci. Une autre question ici. Cordoue, comme beaucoup d'autres villes patrimoniales, possède un riche patrimoine immatériel. Comment concevez-vous l'interaction entre le patrimoine immatériel et la revitalisation de l'habitabilité dans de tels contextes urbains? Alors je vous invite à regarder le projet que je connais en tout cas de Cordoue, qui est Pax Patio, qui est cette idée aussi que ce que je vous ai dit, un patio, ce n'est pas seulement un lieu de vie, c'est un mode de vie, c'est justement aussi un mode de sociabilisation avec l'espace privé, l'espace semi-privé qui est le patio et la rue qui fait autant partie du patio, de cette culture du patio. Et du coup là, on voit bien que le bâti, le contenant sans le contenu, les gens qui l'ont fait vivre, ça fonctionne les deux ensemble. Les nouvelles familles qui viennent s'installer dans les patios, il y a tout un travail aussi pour leur raconter comment on vit dans un patio, comment on vivait avant, et peut-être comment on peut aujourd'hui adapter ça au nouveau mode de vie. Les familles ne sont plus les mêmes, elles ne sont plus composées de la même façon, mais du coup on peut aussi tirer des enseignements du passé. Et c'est peut-être pour revenir sur ce que je disais sur cette part la plus importante du patrimoine, c'est celle qui est à venir. C'est ce qu'elle nous apprend sur comment on va pouvoir faire aujourd'hui et sur les nouvelles, le symbole de quoi, qu'est-ce qu'elle va pouvoir symboliser à nouveau. Donc oui, ce lien, il faut des gens, pour pouvoir tirer ce symbole, il faut des gens qui puissent le raconter. Merci. Je poursuis. Quelle différence entre une démarche de récit et une démarche de concertation? La concertation, souvent, c'est sur un temps limité, sur un projet qui a déjà été décidé au niveau d'une institution publique, où on va essayer d'expliquer aux gens ce qu'on a décidé et où on va essayer de rendre acceptable la définition
Nous, c'est vrai qu'on appelle plutôt à la coopération. On veut être associé dès le début des discussions aux enjeux politiques. Pourquoi on fait ce projet? Et donc, c'est plutôt une relation de long terme. Et c'est ce qui est intéressant dans les assemblées citoyennes, c'est qu'on fait monter en compétence des citoyens qui, après, vont devenir des gens avec qui on va pouvoir travailler sur le long terme. Et ça nous est arrivé, nous, à Marseille, de refuser des processus de concertation parce qu'on nous demandait un avis sur un projet sur lequel nous, on voulait coopérer, donc être associés aussi aux décisions dès le début. Pour vous donner un exemple, on avait beaucoup de politiques de collecte des récits ouvriers populaires de ces quartiers. Ce qu'on fait souvent quand on change un quartier populaire, on collecte les récits avant. Mais après ça sert à faire de la valorisation touristique ou des projets de spéculation foncière. Nous, on a dit qu'on était d'accord avec la collecte des récits à la condition qu'on soit autour de la table des choix d'urbanisme, des choix de développement économique, des choix de politique culturelle. C'est à partir du moment où c'est nos récits et nos histoires qu'on raconte et que c'est notre cadre de vie qu'on va modifier, on veut être autour de la table. Donc la concertation, c'est important, mais des fois, ça se limite à un temps. Donc c'est pas qu'on est contre, mais c'est qu'aussi aujourd'hui, si on veut vraiment se travailler ensemble et se refaire confiance, parce qu'on a quand même aujourd'hui un vrai problème de confiance entre la société civile et les autorités publiques, je pense, dans tous les pays. Et c'est réciproque. La société civile n'a pas forcément confiance dans ses élus et ses institutions pour défendre ses intérêts, mais les élus n'ont pas confiance dans les citoyens pour être en capacité de proposer des choses. Donc il faut recréer de la confiance, du dialogue. Et c'est là où on retrouve une vraie capacité à être audacieux, à créer du ciment social et à faire des propositions. Et donc voilà, la coopération est quelque chose qui doit devenir complémentaire aussi de la participation, parce qu'il y a aussi des gens qui ont simplement envie de participer, qui n'ont pas envie d'être co-responsables des choix qui vont être portés, ils ont juste envie de donner leur avis à des endroits. Donc les deux sont importants, mais ce n'est pas du tout la même chose, et Faro s'inscrit très concrètement dans la logique de la coopération. Comment un projet de réhabilitation pour un site patrimonial précis peut-il mettre en valeur la diversité des récits? Donc, avez-vous des exemples concrets de projets inspirants? Il y en a plein. Je pense que dans n'importe quelle ville où on va, il y a énormément de diversité de récits. Sur Marseille, nous, si on prend les quartiers nord, c'est toute l'histoire de l'époque coloniale, c'est toute l'histoire ouvrière, c'est toute l'histoire des jardins ouvriers, c'est toute l'histoire des différentes vagues de migration qui sont arrivées à Marseille. Je veux dire, il y a beaucoup d'histoires qu'on met sous le tapis, mais qui ressortent à des moments. Mais c'est toutes les villes. Cordoue, voilà, il y a aussi une richesse de diversité. Et après, il y en a qui ont des récits dissonants. J'ai beaucoup travaillé à Forlì, en Italie, qui était la ville de Duce, de Mussolini, et qui avait à la fois ces récits qui étaient très lourds, celle du fascisme et donc de la propagande, mais c'était aussi un haut lieu du syndicalisme, c'est pour ça qu'il s'est formé là-bas, c'était un haut lieu de la résistance, puisque c'est une ville qui a été médaillée pour la résistance. C'est-à-dire dans n'importe quelle ville où on peut avoir un imaginaire au début, on s'aperçoit que c'est riche, et je pense que c'est votre cas. Si vous êtes allé à Venise, on voit la Sérénissime. Quand on arrive à Venise, c'est une ville, on voit des drapeaux du Parti communiste, on voit des immeubles industriels en briques, on voit de la pétrochimie, on voit des choses qu'on ne comprend pas, pourquoi elles sont là et qu'elles ne sont pas racontées. Et c'est une ville, moi je continue à faire des balades urbaines à Venise qui racontent par exemple l'histoire ouvrière dans cette ville, et d'abord à ses habitants pour réouvrir et à ses fonctionnaires pour qu'ils retrouvent cette capacité d'imagination et d'utiliser ces ressources. Donc je pense que n'importe quelle ville, et je pense que vous le savez, a à la fois une diversité de personnes de passage et une diversité des récits qui existent et aussi une diversité d'usages possibles. Ici, en fait, j'ai un commentaire, plus qu'une question, de notre collègue Joël Perea. Je ne sais pas s'il a quitté. Joël. En tant que spécialiste du patrimoine culturel dans le processus d'adaptation du patrimoine public international, convention, charte internationale, au sein de l'ordre juridique national d'un pays possédant une ville historique et bénéficiant de sites patrimoniaux. Un équilibre est trouvé entre l'habitabilité et la conservation de la valeur universelle exceptionnelle du lieu. Merci, Joël. J'ai maintenant une autre question. Quelles sont les conditions permettant d'atteindre la collaboration dont il est question? Alors, je réponds, mais je ne suis pas expert de la question. Je donne mon point de vue dessus, sur les conditions. Nous, par exemple, on a choisi que les maires signent la Convention de Faro. Ça n'a pas de valeur juridique, mais en gros, ça a été dans des contextes difficiles des quartiers nord de Marseille, où il y avait une défiance vis-à-vis du politique, du clientélisme, des gens qui n'allaient plus voter, des territoires abandonnés, de redire non, il faut qu'on se refasse confiance entre institutions, entre élus et entre habitants. Donc les maires ont signé symboliquement la Convention de Faro. Et on parle d'hospitalité, on a commencé à être hospitaliers les uns avec les autres, à coopérer sur des projets, à apprendre à se faire confiance petit à petit, à reconstruire des relations de confiance de part et d'autre. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, les élus ont dit qu'ils avaient confiance dans leur société civile et qu'ils allaient aussi s'appuyer, soutenir les projets, travailler ensemble et réciproquement. Et ça, c'est le premier pas, petit à petit. Puis après, il y a du coup, ça veut dire que
Par exemple, dernièrement, pour les Journées européennes du patrimoine, on a la possibilité, depuis maintenant 10 ans à Marseille, de raconter toute une diversité de récits, de les mettre au programme, de les valoriser. On publie des ouvrages, etc. C'est maintenant accepté. Et la bonne nouvelle pour nous, avec la nouvelle municipalité, c'est qu'avant, on n'était même pas sur les cartes touristiques. Depuis, la ville ne nous mettait pas, parce que ça racontait une histoire qu'elle n'était pas celle qu'elle souhaitait raconter. Donc, elle nous avait enlevé de la carte, ce qui veut dire que tous les gens qu'on accueillait dans nos quartiers, on ne pouvait pas leur donner de carte. Depuis juillet, il y a une carte de Marseille qui comprend les quartiers nord de Marseille. Et donc, on peut donner une carte, et on est sur la carte. Et c'est, je pense, pour les habitants, voilà, c'est aussi une façon de re-adhérer à la politique publique en étant considérés pas comme des citoyens de seconde zone, etc. Donc voilà, c'est des petits actes comme ça aussi qui, des fois, sont importants pour des personnes, pour se sentir considérées, et qu'il n'y a pas que le grand patrimoine, que les grands monuments. Il y a énormément de diversité de patrimoine comme de personnes. Ici, j'ai en fait une question. En fait, le récit, c'est le génie du lieu raconté avec les habitants. Oui, il y a un projet qui, lui, est en Lituanie, à Kaunas. Ils ont fait un opéra patrimonial autour d'un champ de choux. Et ils l'ont appelé ça le génie du lieu, Genius Loci. Et c'est bien ça, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient tous attachés à ce champ de choux, mais quand les conservateurs venaient, ils disaient « mais non, il n'y a rien à conserver ici ». Donc ils ont dit on va faire le plus grand qu'on peut faire sur quelque chose de patrimonial, c'est un opéra. Mais surtout un opéra, il faut de tout dans un opéra. Il faut des musiciens, il faut des danseurs, il faut des décorateurs, il faut écrire une histoire. Donc ça a mobilisé toute la population, plus des gens de l'extérieur, et ils ont créé un opéra qui, depuis 5 ans, tourne en Europe et joué, et surtout qui parle aujourd'hui d'un enjeu contemporain, c'est le rapport de Lituanie avec les Russes et avec la Russie, et c'est ce récit qui est raconté dans cet opéra. Donc oui, c'est le génie du lieu qui a permis de produire un moment autour d'un champ de choux qui a fait communauté. Et nous, on dit souvent que la communauté fait récit et le récit fait communauté. Il y a vraiment cette idée de comment on reapprend à vivre ensemble et à faire commun, et pas juste à être on sort des rapports conflictuels qu'on peut avoir des fois. Et je pense que puisqu'on est déjà à 5 heures et finalement on avait dit allons au vote à 5 heures, terminons avec cette dernière question que vous venez de répondre. Merci beaucoup pour ce préambule à l'habitabilité, M. Prosper, et pour ce temps d'échange.